Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Chers auditeurs de Tout va sans même sang, la voix des Grands Lacs, bonsoir, nous sommes le 25 mai 2021. Notre invité de ce soir est Charles Onana. Charles Onana, qu'on ne vous présente plus, vous le connaissez très bien, on a déjà réalisé des émissions ensemble, mais surtout, vous le connaissez sur d'autres terrains, par les livres qu'il écrit, par les interviews qu'il donne dans la presse française et internationale. Et donc aujourd'hui, avec Charles Onana, on va examiner les événements qui se déroulent, qui se passent dans la région des Grands Lacs. Mais on ne va pas évidemment passer à côté du grand événement qui a marqué la semaine dernière, du 17 au 18, à Paris. Ce que certains appellent le bal masqué des chefs d'État africains avec leur homologue français, Emmanuel Macron. Il y avait un certain nombre de chefs d'État africains, dont celui qui s'est distingué le plus est Paul Kagame. Et puis bientôt, Emmanuel Macron va lui rendre cette visite en allant à Kigali avec un nombre impressionnant de femmes rwandaises, rwando-françaises et d'autres pour renouer les relations entre la France et le Rwanda. Donc, nous allons nous poser des questions sur d'abord le bilan de la première réunion de Paris, la réunion sur les économies africaines, où il y avait d'autres chefs d'État africains, je le précise, mais aussi voir dans quel contexte se déroulera la visite de Paul Kagame, plutôt de Emmanuel Macron à Kigali. Par rapport aux pays de la région, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que c'est un signe de réconciliation ou c'est plus un soutien à un criminel avéré qui a causé tant de malheurs dans la région des Grands Lacs? Charles Onana, bonsoir. Oui, bonsoir. Et donc, comme vous venez de l'entendre, nous allons vous laisser la parole pour parler de tout ça. Alors, Charles Onana, je ne le présente plus, c'est un politologue. Il est journaliste d'enquête ou d'investigation, comme on le dit. C'est un essayiste et en plus, il a notre chapeau, il est éditeur. Il est éditeur et il a déjà publié plusieurs livres sur l'Afrique des Grands Lacs, sur le Rwanda, sur la République démocratique du Congo, sur la Centrafrique et sur même des pays d'Afrique de l'Ouest. Je vais donc vous laisser la parole pour retracer un peu le bilan, au moins ce que vous avez, conclu comme bilan après le bal masqué, comme je l'appelle, de Paris. Merci beaucoup, merci à vos téléspectateurs, merci à tous ceux qui suivent mon travail depuis, qui m'encouragent, dont je profite aussi de l'occasion qui m'est donnée pour remercier très chaleureusement toutes les personnes qui m'envoient des messages. J'en reçois des milliers dont il m'est parfois difficile de répondre à tout le monde. Donc, je profite de l'occasion pour dire que ceux qui ne reçoivent pas de messages en retour de remerciements, qu'ils sachent que je n'ai pas simplement le temps matériel de répondre individuellement à chacun, mais que ça me touche énormément et que je suis ravi de recevoir tous vos encouragements, tous vos remerciements, tous vos soutiens. Pour ce qui est de ce bilan, ce qu'on pourrait tenter de faire comme plutôt une réflexion sur ce qui s'est passé, c'est que on a remarqué que de tous les chefs d'État africains qui sont venus à Paris, il y en a un qui a eu l'attention des médias un peu plus que d'autres. Pourtant, il y avait des grands pays comme le Nigeria, plein d'autres pays importants dans les relations franco-africaines qui auraient mérité effectivement beaucoup d'attention.
parce que les relations entre la France et un grand nombre de pays en Afrique francophone sont très importants sur le plan économique, sur le plan, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, d'autres sur le plan géopolitique, géostratégique. Et donc, tous ces pays-là, effectivement, n'ont pas eu l'attention que le Rwanda ou que le chef de l'État rwandais a pu avoir. Donc ça, c'était un premier élément très important que beaucoup de personnes, et dont moi, j'ai noté, parce que je me suis rendu compte quand même que malgré le fait que le Rwanda est aujourd'hui à la tête de la francophonie, donc avec la secrétaire générale Mushikiwabo, le président rwandais n'est pas venu avec des mots extrêmement chaleureux vis-à-vis de la France et ou de la francophonie. Il n'a pas dit grand-chose sur la francophonie, ni défendu la francophonie, malgré le fait que son ancien ministre des Affaires étrangères occupe ce poste très important et très stratégique. Mais on a vu un regard très bilatéral sur les relations entre la France et son pays, comme si la francophonie avait disparu, s'était volatilisée. Bon, on ne va pas le lui reprocher, hein. Il n'a jamais caché son antipathie vis-à-vis de la France et des militaires français. Quoique aujourd'hui, on aura l'occasion d'en reparler, il a reçu certains d'entre eux. Donc, il y a cet autre point-là qui est une sorte d'indifférence par rapport à la francophonie, même si le sujet de la rencontre n'était pas sur la francophonie, mais en tout cas, il y avait beaucoup de pays francophones, et pour un pays dont le responsable est à la tête de la francophonie, un petit mot gentil sur la francophonie n'aurait pas été malvenu. Donc, je ne suis pas son conseiller politique. Donc, je pense que ça a été quand même noté et on l'a remarqué. Une petite parenthèse, Charles Onana, pour nos auditeurs. Il faut signaler que depuis un an et demi, en fait, depuis 2008, la langue française a été interdite au Rwanda, notamment dans l'enseignement, dans la fonction publique, dans l'administration en général. Aujourd'hui, il ne reste que l'anglais. C'est la première langue utilisée officiellement et c'est une loi nationale, hein. Pour un pays qui dirige la francophonie, effectivement, c'est très bizarre. Il ne reste que l'anglais dans les écoles et un peu le Kinyarwanda dans les écoles secondaires. Sinon, le français est exclu. Le français est exclu. Il n'est plus toléré qu'on enseigne en français, par exemple, pour un pays anciennement francophone, presque à 100% en termes de langues étrangères. Vous pouvez continuer, merci. Oui, ce qui est surprenant, c'est qu'on ne relève pas beaucoup cet aspect. Certains diplomates se contentent de dire que le français est de retour maintenant au Rwanda, mais on n'essaye pas d'insister sur le fait que la répudiation de la langue française dans ce pays-là reste quand même un sujet politique important, ne serait-ce que sur le plan intérieur, parce qu'il faut quand même rappeler qu'en 1994, tous les enseignants au Rwanda étaient francophones. Et donc, les fonctionnaires, l'ensemble de l'administration rwandaise était quand même francophone. Donc, vous retrouvez du jour au lendemain avec une langue anglaise imposée, sans préparation, sans travail d'adaptation et d'insertion pour ceux qui avaient entre les mains l'administration du Rwanda, c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave parce que beaucoup de gens se sont retrouvés du jour au lendemain sans emploi, sans travail. Et surtout, ce qui est pour moi très important, c'est l'université, c'est les écoles au Rwanda. Donc, cet aspect des choses est un aspect important sur le plan politique. Et quand on est en France, je pense que c'est un aspect qui n'est pas inutile d'aborder, ne serait-ce que parce qu'on a comme représentant officiel une Rwandaise à la tête de la francophonie. Donc, je pense que ouvrir ce volet du débat dans cet échange-ci n'est pas totalement inapproprié. Un autre point qui, à mon avis, a été important, que nous avons observé pour les observateurs extérieurs que nous sommes, c'est de constater que le chef de l'État rwandais a eu à recevoir un certain nombre de militaires français en réunion privée dans un hôtel parisien, alors que depuis plusieurs années,
lui-même et différents rapports rwandais n'ont cessé de mettre des militaires français en cause pour leur implication dans le génocide, pour leur rôle dans l'acheminement des armes aux génocidaires, l'organisation de la fuite des génocidaires, etc. Donc, le discours, je dirais, un peu outrageant et très injurieux à l'égard des militaires français n'a pas beaucoup cessé, mais on a quand même remarqué qu'il a reçu certains militaires sans s'être excusé de ce qui a été dit souvent par le passé. Mais par contre, et je le dis un peu à dessein, parce que en revanche, le chef de l'État rwandais a toujours demandé que les Français fassent repentance, qu'ils s'excusent de leur action au Rwanda, de leur rôle passé au Rwanda. Mais lui, tout ce qui a été dit, que ce soit venant de lui ou venant de ses collaborateurs ou venant des rapports officiels qui ont été faits au Rwanda, qui mettent en cause les Français ou les militaires français, là, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de pardon, il n'y a rien à demander. Et c'est même très étonnant que les Français eux-mêmes n'aient pas demandé à ce qu'ils s'excusent quand même de tout ce qui a été dit vis-à-vis des militaires et de certains responsables politiques. Ça, c'était quelque chose que j'ai remarqué. Une autre chose que j'ai remarqué pendant cette présence-là, c'est évidemment le fait que le chef de l'État rwandais a eu une couverture médiatique sans précédent, c'est-à-dire que les deux grandes chaînes de télévision et de radio internationales ont accueilli le chef de l'État rwandais comme une superstar. Bien entendu, certains journaux importants, aussi les quotidiens, ont accueilli le chef de l'État rwandais comme s'il n'y avait pas de problème. Et on a constaté quand même dans toute cette couverture médiatique, il n'y a pas eu un mot pour les victimes françaises de l'attentat ou les militaires français tués au Rwanda en 1994 lors des événements tragiques, alors même qu'on parlait de ces événements dans les médias. Donc, c'est un peu troublant de constater un peu le silence des Français sur cette affaire, et leur silence tend à donner l'impression à ceux qui ne savent pas qu'il y a effectivement des culpabilités françaises qu'on dissimule. Et donc, dans cette façon de procéder, je crois que les dirigeants français font leur choix. C'est leur choix de se taire, de se coucher, de s'écraser devant le Rwanda parce qu'ils vont obtenir des choses peut-être en contrepartie. Donc, il faut tourner la page comme ils ont coutume de le dire. Mais il est évident que pour les observateurs, on est quand même obligé de constater que le Rwanda est très exigeant en matière d'ouverture d'archives, exigence pour s'excuser, que la France s'excuse, que les autorités françaises s'excusent, exigence quant au traitement réservé à l'enseignement de l'histoire de la tragédie rwandaise dans les écoles, dans les institutions françaises. Mais il n'y a jamais de contrepartie explicite demandée, puisqu'il y a des victimes françaises, et puis surtout, il y a eu beaucoup d'offenses de ce que nous savons, de ce qui a été étalé dans les médias, et par rapport à ça, non, on peut passer l'éponge et continuer. Alors, je comprends que c'est la réelle politique, mais j'ai l'impression que la réelle politique est plutôt du côté de Kagame et pas du côté des Français. Alors, la réelle politique, puisque vous en parlez, Charles Onana, la réelle politique devrait effectivement se situer de deux côtés. Lorsqu'on sait que dans la région des pays qui entourent le Rwanda, j'allais dire, tous les pays sont pratiquement sur pied de guerre avec leurs voisins de Kigali. Lorsqu'on sait que même son ancien allié Yoweri Museveni vient d'être réélu pour une 6e fois, et que Kagame a été le seul à ne pas aller assister aux cérémonies de prestation de serment de son voisin, le seul. Lorsqu'on sait que malgré tout ce qu'il laisse paraître
le Rwanda n'est pas en très bon terme avec le peuple congolais, avec le président Tshisekedi. On verra bien, mais en tout cas pas avec les Congolais, pas avec le Burundi, pas avec la Tanzanie. Lorsqu'on sait que le sommet du Commonwealth, qui était prévu à Kigali courant juin, vient d'être annulé ou reporté sur prétexte qu'il y aurait encore le Covid au Rwanda, et c'est précisément au moment où les autres ne veulent pas aller à Kigali pour cause de Covid que le président Macron, qui nous a si longtemps confinés en France, va au Rwanda, le pays que les pays du Commonwealth, dont le Rwanda est un des membres, disent non, 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 il ne faut pas aller au Rwanda parce que il y a, semble-t-il, Covid. Alors que le Rwanda dit là-bas, extirpé, qu'il n'y a plus de Covid en fait. Bon, les intérêts dont on parle. Qu'est-ce que le Rwanda présente aujourd'hui comme intérêt, comme pays étant effectivement en mauvaise position par rapport à la région? Est-ce que c'est les effectifs de l'armée rwandaise qui sont envoyés à gauche, à droite, en Centrafrique notamment, et ailleurs, où le président Macron trouve un avantage quelconque? Est-ce que c'est des intérêts financiers et économiques de la région? Est-ce que c'est pour continuer à utiliser le Rwanda contre la République démocratique du Congo, ou c'est juste par simple remords, pour qu'il décide d'y aller en période de Covid, au moment où les autres évitent le Rwanda précisément? Ça, c'est une chose. Et il y a aussi, vous allez en parler sans doute tout à l'heure, il y avait aussi le président Tshisekedi de RDC à Paris. Et semble-t-il, tout ne s'est pas passé normalement comme cela a été prévu entre lui et le président Kagame. Est-ce que vous avez suivi cet aspect aussi des choses? Je n'ai pas, comme on dit, je n'étais pas dans le secret des princes, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait déjà beaucoup de contestations à Paris et des Congolais, de la part des Congolais, et puis d'un certain nombre de citoyens rwandais qui considéraient que celui qui était accueilli à Grande Pompe à Paris, qui était leur président de la République, ne se comportait pas totalement convenablement vis-à-vis des Rwandais. Donc, il y a eu cet aspect, et vous avez eu raison de souligner tout à l'heure l'annulation du sommet du Commonwealth, parce que de ce qu'on a entendu avant ce sommet, évidemment, avant que les dates de ce sommet ne soient fixées, et bien entendu avant ce voyage à Paris, on a cru entendre venant du Rwanda, des médias rwandais et parfois internationaux qui relayaient la propagande du Rwanda, c'est que le Rwanda était parmi les pays africains qui s'étaient distingués par leur… les Rwandais sont distingués par leur capacité à anticiper la gestion du Covid et que tout s'est bien passé, que c'est le pays exemplaire, le pays le plus remarquable qui a su endiguer la situation de Covid. Et on est paradoxalement surpris d'apprendre que c'est justement pour des raisons de Covid, pour cause de Covid, que le sommet de Commonwealth ne va pas se tenir. Donc, c'est une vaste plaisanterie qui, à mon avis, est passée un peu inaperçue, mais qui méritait quand même qu'on s'y attarde un tout petit peu, parce que quand on parle du Rwanda dans les médias internationaux, c'est toujours de façon dithyrambique. On dirait qu'il n'y a aucun autre pays en Afrique qui est capable de progrès économique, de progrès social, de propreté, etc. C'est le Rwanda qui fait tout. C'est le Rwanda qui est en quelque sorte le pays qu'on devrait citer en exemple. Mais je suis quand même surpris qu'un pays membre du Commonwealth, qui a décidé d'accueillir le Commonwealth, que la réunion du Commonwealth ne puisse plus se tenir pour raison de Covid, pour cause de Covid. Alors qu'on nous a dit que si on veut voir qui est le champion de la gestion du Covid, c'est le Rwanda. Donc là, on est quand même un peu surpris par cette forfaiture à laquelle on assiste, où le président rwandais est obligé d'avoir, je dirais, une solution de secours qui lui a été proposée par Paris en venant être accueilli en guest star quasiment à Paris.
Et donc, cette réunion de Paris, effectivement, a eu ses travers et bien entendu ses dessous. Le président Tshisekedi, manifestement, juge, si je reprends ces termes, hein, juge qu'il préfère être en bon terme avec le Rwanda, avec ses voisins, etc. Mais il y a un problème quand même quant à ce qui concerne les propos que le président Kagame tient à Paris sur le Congo, sur la RDC, Exact. où il y a quand même un rapport le rapport Mapping, qui n'est pas un petit rapport, qui est l'un des rapports qui a le plus fait parler de lui dans la communauté internationale. Et en tout cas, au niveau de l'Union européenne, tout le monde a reconnu que ce rapport était l'un des rapports les plus sérieux, les plus solides sur les crimes commis au Congo et sur le pillage des richesses du Congo. Et le Rwanda est abondamment cité dans ce rapport, y compris les proches collaborateurs du président Kagame lui-même. Donc, on est quand même surpris d'apprendre que au cours d'une réunion à Paris où les deux présidents sont censés être très proches l'un de l'autre, on est quand même surpris, et les Congolais les premiers, d'apprendre que le président rwandais dit qu'il n'y a pas eu de mort au Congo. Que l'idée du rapport Mapping, et puis une attaque en règle du rapport Mapping, qui est précédée par celle d'un journaliste français qui s'était aventuré à attaquer le rapport Mapping en parlant d'une traversée qui aurait été faite. Alors, j'ai pensé à la traversée de Tintin au Congo, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas effectivement le dossier congolais, qui le découvre à travers son guide touristique qui serait M. James Kabarebe, qui l'aurait aidé à comprendre ce qui se passe et qui est mêlé effectivement, qui a été cité dans le rapport Bruguière comme impliqué dans le dossier de l'attentat et qui est cité dans le rapport des juges espagnols comme responsable des crimes au Congo. Donc, on est un peu surpris que cette attaque contre le rapport Mapping se fasse à Paris, à l'endroit où tout le monde considère maintenant Kagame comme un type formidable, mais au Congo, les Congolais n'ont pas supporté ce type de... pour utiliser un terme, un vocable qui est cher, n'est-ce pas, au gouvernement rwandais et à ses soutiens au niveau international, cette sorte de négationnisme, n'est-ce pas, de la tragédie congolaise et des morts congolais. Je pense que le président Tshisekedi aurait dû, je ne suis pas son conseiller politique, mais je pense quand même qu'on a dit qu'il a répondu, j'ai suivi un peu les propos qu'il a tenus, mais je crois qu'il aurait dû, Kagame, pour nier les morts du Congo, a parlé sur une radio internationale et sur une télévision internationale française. Le président congolais aurait dû également s'exprimer sur une radio internationale pour donner de l'impact, n'est-ce pas, à sa réaction. Donc, c'est un avis gratuit que peut-être ces conseillers politiques ou en communication peuvent reprendre, mais je pense qu'il faut souligner que nier les crimes du Congo et attaquer le rapport Mapping comme ça a été fait de façon aussi maladroite et aussi, de façon aussi irrespectueuse, d'abord pour la qualité du travail des experts de l'ONU, parce que c'était quand même pas des gens qui ont fait une traversée touristique au Congo comme le grand reporter français qui est allé là-bas. Ce sont des experts qui ont travaillé très solidement pendant des mois et des mois pour pouvoir arriver à cette conclusion. Donc, quand on a cette action de négationnisme vis-à-vis des morts du Congo, il aurait fallu peut-être que les dirigeants congolais réagissent avec un peu plus de vigueur sur le plan intellectuel, parce que c'est un argument qui n'est pas qu'un argument politique, c'est un argument qui repose sur le travail intellectuel des experts. Donc, il aurait fallu avoir une réponse des experts congolais sur cette affaire-là pour que le président rwandais
eh bien, retrouve un peu d'humilité devant le rôle qui est le sien ou qui a été le sien et qui a été identifié, mis en évidence par les experts de l'ONU. L'autre point concernant effectivement ce à quoi vous faisiez allusion en mettant en évidence les relations difficiles avec les voisins, je pense qu'il n'y a qu'en France qu'on ne voit pas que le Rwanda a beaucoup de mal à coexister, à cohabiter, à vivre en paix avec ses voisins. C'est-à-dire que c'est un pays où les dirigeants pensent qu'il faut dominer les voisins pour exister. Il faut écraser ses voisins pour exister. Et en tout cas, ceux qui méritent d'être déstabilisés doivent être déstabilisés. Ceux qui doivent être pillés doivent être pillés. Et donc, je ne sais pas, j'ai en mémoire une confidence qui m'avait été faite par l'ancien ministre français de la coopération, M. Charles Josselin, qui m'avait dit qu'au cours d'un entretien en tête-à-tête avec M. Kagame, celui-ci lui avait dit, quand il lui parlait de la RDC et du pillage de la RDC, il lui a dit, écoutez, à l'époque, pendant longtemps, des Occidentaux ont pillé l'Afrique, ont pillé ce pays-là. Maintenant, c'est le tour des Noirs de piller le pays. Bon, je ne sais pas si le pillage des Noirs est mieux que celui des Occidentaux, mais je suis quand même obligé de constater que quand on se dit panafricain et qu'on se dit une personnalité exemplaire, on ne doit pas piller les voisins et on ne doit pas, je dirais, un peu se féliciter de piller à la place des Occidentaux. Donc, tout cela ne paraît pas, paraît quelque chose d'assez préoccupant hein, pour les voisins en tout cas. Mais ce que je remarque, c'est que quand même, il n'est pas facile, que ce soit pour le Burundi, pour la Tanzanie, pour l'Ouganda, qui a beaucoup soutenu Kagame dans sa prise de pouvoir, et pour les Congolais, d'avoir celui qu'ils ont aujourd'hui comme voisin à Kigali. Alors, je veux compléter un peu votre analyse. Hein. Juste un petit détail. Le rapport mapping dont vous parlez, c'est un rapport des Nations Unies, la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme, hein, qui a été publié en 2010. C'est ça. Textuellement, a identifié plutôt et documenté des crimes commis par les diverses armées qui occupaient à l'époque le Congo, le Zaïre de Mobutu. Okay. Et la principale armée mise en cause, c'est l'armée rwandaise de Paul Kagame. Alors, ce rapport avait identifié plus de 600 incidents, qu'il les appelle, et dans ces incidents avaient péri plus de 300 000 réfugiés Hutus rwandais et entraîné la mort hein, par le massacre des populations ou par d'autres causes de plus de 5 millions de Congolais. Aujourd'hui, on parle de plus, évidemment, parce que ça fait plus de 20 ans que ça dure. Absolument. Et donc, il y a plus de 5 millions, 6 millions de morts dans cette région, et dont le principal acteur est l'armée de Paul Kagame. Mais au-delà d'avoir nié les crimes commis par son armée et ses alliés en République démocratique du Congo depuis 1996, en fait, c'est depuis 1993 jusqu'à 2003. Si on devait remonter jusqu'aujourd'hui, on aurait peut-être 8 millions, sinon plus de morts. D'autant que ça continue. Dans l'est de la République démocratique du Congo, dans le nord Kivu, les gens meurent tous les jours de violence et l'armée rwandaise est présente. Mais au-delà de ça, le président Kagame s'est attaqué personnellement au prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, qui est un Congolais de renommée mondiale, un homme très, très d'abord connu, mais aussi respecté dans le monde. Et Kagame l'a traité de sorte de pantin, d'outils des négationnistes et des génocidaires qui servaient de... Voilà ce que pense le président de la République rwandaise du seul prix Nobel de la région. Il est respecté partout dans le monde. Et la France n'a rien dit. La France, le président Macron en tout cas, n'a rien dit pour dire à son homologue en visite à Paris
de ne pas s'attaquer au docteur Mukwege. Rien, pas un mot. Ou alors, s'il l'a fait, bon, je m'en excuserai, mais moi, personnellement, je n'ai pas entendu ça. Et ça, c'est grave de la part de la France. Soutenir, c'est-à-dire choisir un criminel et en foulant au pied les droits des populations de la région des Grands Lacs, la vie de nos concitoyens, des millions de populations qui sont mortes suite à la guerre imposée au Congo et au Rwandais par Paul Kagame, et silence côté français. Alors que tout se passe à Paris pendant cette visite, pendant ce bal masqué, comme je l'ai appelé, où est-ce que je veux dire, tous les chefs d'État étaient masqués, c'est une première pour moi. Et donc, il faudrait vraiment qu'on en parle aussi. Oui, c'est très grave. C'est très grave ce qui s'est passé. Vous avez raison de souligner la gravité des propos tenus à l'égard du docteur Mukwege, parce que mais ça procède d'une certaine forme de légèreté sur le plan intellectuel. Hein. Bon, le président rwandais, il est président des Rwandais, il gouverne le Rwanda, il est le patron au Rwanda, etc. Bon, ça, personne ne peut lui enlever ça. Mais venir parler du docteur Mukwege comme de quelqu'un qui est manipulé, c'est extrêmement grave. D'abord parce qu'il faut dire les choses avec humilité et simplicité. Il n'a pas le niveau intellectuel du docteur Mukwege. Donc, on commence par là. Donc, il faut déjà avoir un peu de respect et de considération pour le scientifique qu'il est et pour le médecin qu'il est. La deuxième chose, c'est que le docteur Mukwege s'est illustré dans la remise en état des femmes de l'Est du Congo qui ont été violées, pour beaucoup, qui ont été violées par les troupes, les troupes rwandaises envoyées, n'est-ce pas, par les autorités de Kigali. Bon, donc quand on sait qu'un médecin a réparé les femmes, comme on l'a dit, et redit à de nombreuses occasions. Il a publié d'ailleurs un livre sur cette question. Il aurait été quand même inspiré, bon, je sais qu'il ne lit pas peut-être le français, mais il aurait été inspiré de lire ce livre et de parler quand même de ce médecin, de ce scientifique, avec un minimum d'égard et de considération. Il ne peut pas, lui, être respecté en Europe, respecté partout, y compris dans son pays, et être, je dirais, traité avec légèreté et, je dirais, de façon injurieuse et irrespectueuse, comme il l'a fait dans les médias français. Et donc là, je partage votre avis que ce n'est pas normal que des médecins français, par exemple, et d'autres personnalités qui connaissent quand même le docteur Mukwege n'aient pas trouvé un peu indécent, pour utiliser un terme convenable, indécent, que l'ancien chef de guerre du Rwanda, ancien maquisard de son État à l'époque, eh bien, devenu président de la République, parle d'un scientifique, de quelqu'un qui a quand même fait des études supérieures et donc qui a fait des efforts, beaucoup d'efforts pour devenir ce qu'il est devenu. On ne peut pas parler de lui comme si on parlait d'un ancien maquisard. Il n'a jamais été maquisard, M. Mukwege, donc il faut le respecter. La dernière chose que je peux dire par rapport à ça, c'est que, évidemment, dans ce concert de louanges autour de Kagame, il n'est pas normal que dans les médias français, on ne trouve pas de gens tout à fait capables ou à la hauteur de pouvoir remettre en cause. Monsieur Hureau, par exemple, a fait un article il n'y a pas longtemps pour essayer de faire cela. Je ne conçois toujours pas que dans un pays de plus de 60 millions d'habitants comme la France, on se permette aujourd'hui, et c'est le cas pas seulement du président Kagame, mais des membres de son gouvernement, des autorités de son pays, de parler toujours en termes injurieux et des dirigeants politiques français et des militaires français et de toutes les personnes qui essayent d'apporter. Est-ce qu'ils n'ont pas une autre forme d'éducation que les injures? Je ne comprends pas que un pays comme celui-là, dans un pays comme celui-là, les gens ne soient pas capables d'avoir un niveau d'éducation qui leur permet de parler avec respect des gens avec qui ils sont en désaccord, mais qu'ils soient toujours prêts à s'illustrer ou par l'injure, ou par le mépris, ou par des propos totalement désobligeants.
Et ça, je pense que quand on arrive en France et qu'on se comporte comme ça, il est un tout petit peu important que les Français prennent conscience que c'est une façon de fonctionner au Rwanda. On peut fonctionner comme ça quand on est au Rwanda. C'est peut-être pas grave parce que si le président de la République s'illustre par des propos régulièrement désobligeants vis-à-vis de ses partenaires ou de ses adversaires, et que la presse de son pays et ses collaborateurs font à peu près pareil, bon, ils ont peut-être beaucoup de considération pour les Rwandais en les traitant de cette façon-là, mais quand on arrive à Paris, c'est quand même un pays, un territoire où on croise quand même des gens de toutes les civilisations, de tous les pays. On doit faire quand même preuve d'un peu de tenue, hein, je pense, hein. Et c'est dommage, effectivement, et je partage votre déception de constater effectivement que personne n'a été capable de dire poliment ou impoliment, parce qu'on ne peut pas parler constamment poliment à des gens qui sont éternellement impolis. Donc, peut-être dire que ici, écoutez, on doit parler avec un peu de respect, de considération au docteur Mukwege, parce qu'il est venu plusieurs fois à l'Assemblée nationale expliquer ce qui se passe dans son pays, qu'il y a des médecins ici de très haut niveau qui le respectent, et qu'il y a aussi un certain nombre d'intellectuels et de gens de qualité qui ont de la considération, du respect pour lui. Donc, s'ils veulent le mépriser, il peut aller mépriser les Rwandais si c'est comme ça que ça se passe au Rwanda, mais que quand même en France, il faut avoir un autre type de comportement. Vous avez pleinement raison. Il y a un autre élément qui m'a personnellement, non pas choqué, mais étonné. Vous savez, il y a le rapport Duclerc qui a été publié par la commission qu'il préside, hein, M. Duclerc. Entre la publication de ce rapport et aujourd'hui, le professeur Duclerc est allé au Rwanda, il a visité le Rwanda, il a été reçu par Kagame pendant plus d'1 heure. Copain. Et là, à Paris, le président rwandais vient en visite et il tient une réunion avec le professeur Duclerc et son équipe. Pensez-vous que ce soit normal pour une commission qui devrait être neutre, qui devrait être indépendante du Rwanda, qui ne devrait pas rendre compte finalement aux autorités rwandaises? C'est un rapport qui a été élaboré sur commission du président de la République française, mais depuis, cette commission est devenue presque la chose de Paul Kagame. Ce n'est pas normal. Là aussi, c'est une attitude de gens vaincus, en fait, qui se prosternent, qui veulent faire plaisir, voilà. Vous pensez que c'est normal que la commission Duclerc aille recevoir, en se prosternant, le président Kagame à Paris? Oui, tout à fait. Je suis tout à fait... Non, je pense que oui, c'est normal. Je vais vous dire pourquoi c'est normal. Ça paraît paradoxal, mais c'est normal. C'est normal quand vous lisez la lettre de mission de cette commission qui a été faite par le président de la République, le président français. Il dit très explicitement dans sa lettre qu'il a pris des engagements vis-à-vis du président rwandais. Et donc, c'est mentionné, cette précision est très importante dans la lettre de mission, et ça ne me surprend pas, puisque moi j'avais dit au début que cette commission était une commission d'historiens, mais c'était une commission politique, ils avaient une mission politique. Mais le problème, c'est que pour donner l'impression aux gens qui ne savent pas ou qui ne comprennent pas le jeu, il fallait habiller ça par le fait qu'ils étaient des universitaires, que c'était des gens sérieux, que c'était des scientifiques, etc. Mais très rapidement, on a compris à travers la description que vous venez de faire il est allé à Kigali, il est revenu à Kei, etc. C'est finalement un VRP. Enfin, on peut le considérer par le comportement à l'issue du rapport qui a été fait comme un VRP du gouvernement rwandais, mais pas comme un responsable, un intellectuel qui a piloté une commission sur les archives, qui a une commission d'historiens sur les archives, qui a un comportement respectable sur le plan académique et qui a eu un comportement respectable
après la publication du rapport. Quand on regarde ces va-et-vient, ces voyages relativement touristiques au Rwanda et bien entendu cet accueil chaleureux à Paris, etc., on est en face. Et puis quand on écoute les propos qui ont été tenus par M. Duclerc, qui dit que oui, la France doit tourner la page, etc., enfin, ce ne sont pas les propos d'un historien neutre, d'une personne qui vient participer avec humilité à la compréhension, à la tentative de compréhension d'un dossier complexe. On a affaire quasiment à quelqu'un qui fait de la communication politique pour un ou plusieurs gouvernements. Hein. Ça peut être pour le gouvernement français et pour le gouvernement rwandais en même temps, ce qui est quand même un exploit particulier. Mais pourquoi j'ai dit aussi en plus que c'est tout à fait normal, c'est que à partir du moment où M. Duclerc lui-même s'est positionné comme le porte-voix du discours politique, que ce soit du côté français ou du côté rwandais, il n'est pas surprenant qu'il soit accueilli par le chef de l'État rwandais à Paris. Si ça avait été effectivement un expert ou un spécialiste de l'histoire du Rwanda ou l'histoire des relations franco-rwandaises, eh bien, je pense que son travail serait terminé après le rapport. Personne n'aurait plus à le voir ou à l'entendre pérorer sur les relations franco-rwandaises. Mais moi, ce qui m'a le plus frappé et que je n'ai cessé de dénoncer, c'est qu'il est quand même frappant, et ça confirme effectivement le fait que c'était un rapport politique, il est quand même tout à fait frappant que dans un dossier comme celui-là, où on est censé parler des archives entre la France et le Rwanda, eh bien, il n'y ait pas eu de spécialistes ou des personnes ou des personnalités qui sont connues pour leurs compétences sur ces relations franco-rwandaises ou sur le travail fait. Et je crois comprendre aussi, d'après ce que j'ai pu lire et constater, c'est que vous-même, vous n'avez pas été interrogé par la commission Duclerc, alors que vous étiez quand même le représentant officiel de l'État rwandais en France. Donc, comment expliquer que dans un travail, et moi j'ai vu les documents, les rapports, c'est les rapports que vous-même vous avez rédigés, je les ai vus dans les archives françaises. Comment pouvez-vous éclairer les gens sur un sujet sans interroger les acteurs principaux de ce sujet? Donc, pour moi, il est clair, quand j'ai vu la façon dont les choses étaient, la lettre de mission et la façon dont les choses étaient en train de se passer, j'en ai discuté avec d'autres amis, qui soient des Français ou des Belges ou des Africains, des Congolais ou des Rwandais qui connaissent un peu, qui sont très impliqués dans ce dossier-là. On a compris très rapidement qu'on n'avait pas affaire à un rapport qui allait être un rapport d'intellectuels, gens sérieux. Enfin, les membres de la commission sont sérieux. Moi, tout ce que j'ai dit, je n'ai dit jamais rien de négatif contre les membres de la commission. Je considère que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ils avaient une lettre de mission, une feuille de route. Ils ont essayé de respecter cette feuille de route. Cette feuille de route n'était pas une feuille de route intellectuelle, académique, qui demandait de faire un travail impartial, mais il y avait un volet politique et on voit les réponses politiques à ce rapport qui sont le voyage du président Kagame à Paris et le voyage du président français au Rwanda qui va avoir lieu. Donc voilà, il n'y a pas plus clair que ça, même pour les gens qui sont myopes et sourds et aveugles. Je vous remercie beaucoup pour cette analyse, Charles Onana. En parlant justement de choses anormales, on annonce, enfin, c'est pas anormal à Paris, une fois encore, hein, on annonce que le président Emmanuel Macron se rendra à Kigali accompagné de la Miss France, Sonia Rolland, pourquoi pas, hein, de plusieurs autres dames et Rwandais, Rwandais rescapés du génocide des Tutsis, qui vont accompagner le président Macron. C'est une bonne chose. Mais nous, par exemple, la communauté rwandaise de France, qui n'est pas affiliée aux associations pro-FPR, nous disons que le Rwanda n'est pas habité que de rescapés Tutsis.
nous disons qu'il y a aussi une grande communauté rwandaise qui n'est pas Tutsi en France et que si le président Macron veut donner une image de rassemblement et de réconciliation, mais ce n'est pas son objectif, visiblement, il pourrait se faire accompagner par d'autres Rwandais qui ne sont pas des rescapés du génocide des Tutsis, mais rescapés des crimes contre l'humanité ou même du génocide des Hutus en RDC. Ça ne se fera pas, je sais, ça ne se fera pas. Mais pour revenir aux relations entre Duclerc, président de la commission sur les archives franco-rwandaises, on se dit, mais j'espère vraiment que ça ne va pas finir comme cela a été le cas avec le Premier ministre britannique Tony Blair, avec le président Sarkozy, avec d'autres responsables européens qui, après leur mandat, deviennent des conseillers occultes de certains chefs d'État, dont le président Kagame. On le sait aujourd'hui, Tony Blair était rémunéré et était conseiller officiel de Kagame. Je ne sais pas s'il l'est encore. Que vous ne soyez pas étonnés de voir des membres de telle ou telle commission sur le Rwanda devenir bientôt des conseillers de Kagame, rémunérés par ce chef d'État. Moi, ça ne m'étonnera pas, même sans être un prophète. J'entrevois des rapprochements qui tendent vers là. Certains de ceux qui ont fait des rapports deviennent subitement des conseillers, comme à l'époque, en 1994. Rappelez-vous, Jean Carbonard, qui était le président de d'une association française qui avait participé à une commission d'enquête, commission neutre, en 1993, est devenu le conseiller du FPR dès sa prise du pouvoir. 94. La neutralité, merci. Donc, nous n'allons peut-être pas commenter là parce que c'est une projection imaginaire que je me permets, mais j'entrevois des relations spéciales entre le président Kagame et certains membres de la commission sur les archives. Ça se dessine, là, j'entrevois ça. Ben, écoutez, vous savez, il n'est pas interdit de jouer les prolongations quand on a fini le match. Et donc, je pense que quand on s'affiche, comme c'est affiché ce personnage, bon, il est libre d'aller au Rwanda, faire ce qu'il veut, pourquoi pas. Mais ce que je dis, c'est que ce qui n'est pas normal et ce qui n'est pas correct vis-à-vis que ce soit des Français, mais aussi vis-à-vis des Africains et beaucoup d'autres gens, c'est de donner l'impression qu'on a eu affaire à une commission, une commission scientifique, une commission de gens sérieux. On a habillé politiquement, on a habillé scientifiquement, entre guillemets, une commission qui avait la gestion d'un dossier politique. Donc, il n'y avait pas besoin de faire ça. Bon, le Rwanda, quand ils font ils organisent des rapports d'accusation contre la France, ben, ils ne se cachent pas. C'est un décret du Premier ministre qui désigne une commission et ils rendent leur rapport qui est un rapport accusateur. Ils prennent un cabinet d'avocats américains qui fait un rapport accusateur, il est accablant et il accuse. Donc, en France, il faut que les gens aient la capacité à savoir jouer franc jeu. C'est-à-dire qu'ils disent clairement, puisqu'ils sont dans une logique de rapprochement avec le Rwanda, qu'ils disent clairement, bon, nous avons demandé à des amis ou à un groupe de gens de nous faire un rapport positif pour faciliter notre rapprochement avec le Rwanda. C'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus crédible que de faire passer ça pour un rapport d'historien, alors qu'il n'y a absolument rien de travail d'historien dans cette affaire-là. Et on voit au lendemain le président de cette commission qui est sur tous les médias en train de dire que bon, Kagame est un type formidable, que les relations entre la France et le Rwanda vont prendre un nouveau tournant avec ce rapport, etc. Mais ce n'est pas la vocation d'un rapport. Un rapport d'intellectuel, un rapport scientifique, il n'a pas vocation à faire changer les rapports diplomatiques. Ça peut arriver par un concours
heureux de circonstance, mais ce n'est pas sa vocation première. Et donc, quand on met ça comme un élément central dans les conclusions qu'on veut tirer de son travail, eh bien, on est obligé de constater qu'en fait, il y a eu tromperie sur la marchandise. Et c'est ça qui est extrêmement désagréable au pays de René Descartes. Et ça, je pense que les dirigeants français doivent apprendre à jouer comme les Américains, puisqu'ils sont fascinés par les Américains, par l'approche américaine, etc., mais qu'ils jouent comme les Américains, c'est-à-dire qu'ils affichent effectivement leur démarche clairement, et c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus crédible et plus sérieux. Voilà, on serait attendu d'ailleurs à une visite de membres de la commission Muse. Le rapport Muse, hein, qui a été élaboré par un groupe d'Américains, des experts, semble-t-il, et rémunéré par le gouvernement rwandais pour parler des relations franco-rwandaises. Au moment où M. Duclerc et ses collègues de la commission française voient Kagame pratiquement tous les 15 jours, je me serais attendu peut-être à ce que les membres de la commission Muse viennent aussi à Paris dire au président Macron qu'il était formidable, qu'il fallait circuler, que la France n'avait rien fait de mal au Rwanda. Non, non, c'est dans un seul sens. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est Kagame, en fait, qui n'inspire pas, mais qui est à la base de l'opinion, qui fabrique l'opinion, qui crée l'opinion en France sur ce qui se passe entre les deux pays et sur les faits et gestes de la France, d'ailleurs, à l'égard du Rwanda. Puisqu'on en parle, d'ailleurs, le président Macron va donc visiter le Rwanda d'ici quelques heures. D'ici quelques heures, oui, moins de 3 jours, je pense. Il va certainement parler. Rappelez-vous, en 2010, le président Sarkozy, en visite à Kigali, avait déclaré que la France avait commis des erreurs d'appréciation, graves ou pas graves, en tout cas, c'était des erreurs d'appréciation, sans jamais donner la liste de ces erreurs, sans jamais dire les erreurs que la France avait commises au Rwanda. Il avait dit. Pensez-vous, Charles Onana, que le président Emmanuel Macron va entrer dans une phase de repentance, de demande de pardon au Rwanda, d'acceptation, de faire une sorte de culte, quoi? Est-ce que vous pensez qu'il va aller jusqu'à ça, où il va s'arrêter, où s'est arrêté Sarkozy? Avant de répondre à cet aspect de la question, je vais d'abord revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure concernant le fait qu'on a l'impression que c'est le Rwanda qui dicte l'opinion ou ce qui doit être diffusé dans l'opinion en France. Mais oui, le problème, c'est que non, on n'a pas l'impression, c'est ce que fait le Rwanda depuis 1994. Parce que figurez-vous que depuis 1994, la plupart des informations qui mettaient la France en accusation étaient des éléments qui venaient de la structure de la guerre psychologique qui était organisée par l'OFPR à Bruxelles et qui était pilotée à l'époque par l'ambassadeur Jacques Biosagara. Donc, cette situation s'est prolongée quand Jacques Biosagara est arrivé en France comme ambassadeur et s'est prolongée jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que la France n'a jamais été en mesure de pouvoir contrer les accusations qui étaient portées contre elle ou contre ses militaires parce qu'elle est engluée depuis longtemps dans des querelles intestines, dans des querelles de personnes, dans des divergences politiques internes et dans des positionnements individuels à l'intérieur du paysage politique et médiatique français et même militaire français. Parce qu'on a vu récemment qu'il y a des militaires qui ont été reçus par le chef de l'État rwandais, alors que des militaires français sont également accusés par des Rwandais. Donc, devant cette situation, les Africains sont aujourd'hui convaincus que la France a des choses à se reprocher dans ce dossier, que la France cache des choses dans ce dossier qui relèvent de sa responsabilité. Et si les dirigeants politiques français ne veulent pas regarder ça, ils vont savoir que les Africains vont leur envoyer au visage partout les erreurs qu'ils ont commises au Rwanda, puisque leur propre chef de l'État dit qu'il y a eu des fautes qui ont été commises, même si on ne cite pas ces fautes-là. Il faut que les Français sachent et comprennent, qu'ils le veuillent ou non,
que les Africains vont constater à travers leur comportement, je dirais, de complaisance à l'égard du Rwanda et je dirais un peu ce comportement très démonstratif qui vise à faire comprendre qu'on tourne la page, on va leur reprocher leur position au Rwanda. Et d'ailleurs, pourquoi on interdirait donc dans ce cas-là aux Africains, aux autres Africains de demander à la France de faire repentance ou de demander ou de reconnaître ses fautes dans les autres pays? Je pense que les dirigeants français ils ont des trous de mémoire, ils ont une sorte d'incohérence dans la réflexion intellectuelle et dans la réflexion, l'analyse des rapports politiques qu'ils ont avec l'Afrique aujourd'hui, que le Rwanda est en train de mettre en exergue. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller au Rwanda dire que la France a commis des fautes et en Côte d'Ivoire ne pas reconnaître que la France a commis des fautes et dans un autre pays ne pas reconnaître que la France a commis des fautes, etc., etc. Quand les Centrafricains disent maintenant qu'ils se sentent beaucoup plus en sécurité avec les Russes parce que la France s'est comportée de façon irrationnelle là-bas, mais les Français sont très mal placés pour discuter de ça, puisqu'ils reconnaissent des fautes au Rwanda. Donc, on est dans un engrenage. Ils rentrent, ils mettent le doigt dans un engrenage dans lequel ils ne s'en sortiront jamais. L'autre volet, donc, pour répondre à la question par rapport à la visite, moi, je ne vais pas préjuger de ce que dira le président Macron à Kigali, mais on est évidemment très attentif à ce qu'il va dire et on va analyser ce qu'il va dire. Et les Rwandais, je crois, les premiers, organiseront une séance de communication très importante sur ce qu'il va dire. Ce qui est évident, c'est que la visite du président Macron, qui s'inscrit évidemment dans le sillage de celle de Sarkozy, sera l'objet d'une campagne médiatique très importante de la part des dirigeants rwandais en France. Et aussi, ils feront le maximum à la moindre déclaration qui sera favorable au Rwanda ou en termes de reconnaissance de crimes ou de fautes ou d'aveuglement, comme ils disent aujourd'hui, comme le rapport Duclerc parle d'aveuglement. S'il reprend le terme du rapport Duclerc, eh bien, ce terme sera à la une de tous les médias. Je suis prêt à prendre le pari, mais ce qui est certain, c'est que sa position, son discours au Rwanda sera attendu, sera décrypté, attendu avec beaucoup d'attention, aussi bien par les Africains que par les Français. Parce qu'on est dans une configuration aujourd'hui qui est quand même une configuration préélectorale en France. Donc, tout ce qui peut être dit à l'extérieur a des répercussions à l'intérieur. Donc, j'ose espérer qu'il aura des positions qui seront à peu près dignes à la fois de ceux qui relèvent des victimes rwandaises, mais peut-être aussi des victimes françaises. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier définitivement les victimes françaises dans cette affaire. Et peut-être qu'il serait aussi temps d'envisager, pourquoi pas, d'accueillir les victimes françaises de l'attentat, dont les familles sont aujourd'hui en détresse depuis plus de 27 ans. Il ne serait peut-être pas inutile, inintéressant pour un chef d'État français de recevoir les familles des victimes françaises à l'Élysée, ne serait-ce que pour montrer que la France a aussi souffert dans le dossier du Rwanda et que les Français méritent aussi d'être pris en compte dans ce rapprochement, cette réconciliation, cet apaisement, tout ce qu'on veut avec le Rwanda. Donc, il ne faut pas laisser passer les victimes françaises comme ça, comme quantité négligeable, ne serait-ce qu'un geste. Il n'est pas interdit de faire un geste de reconnaissance, un témoignage de soutien, d'encouragement à l'endroit des victimes françaises. Ce n'est quand même pas déplacé pour un chef d'État français. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas tenir des propos un peu plus vigoureux à l'endroit des militaires français qui ont, pour certains, été tués au Rwanda en 1994 et puis soutenir leurs familles, etc. Donc, je crois que les gens vont attendre avec beaucoup d'attention ce qui sera dit sur les victimes rwandaises et sur les familles rwandaises, et puis ce qui sera dit ou pas dit sur les Français victimes de cette même tragédie. Alors, vous avez récemment publié un livre qui parle justement de l'attentat du 6 avril 1994. Au moment où vous souhaitez que le président Macron tienne compte des autres victimes, surtout des victimes de cet attentat, justement, au moment où tout le monde sait que l'auteur de cet attentat n'est autre que le Front patriotique rwandais de Paul Kagame,
Au contraire, Kagame arrive à Paris avec sa liste de courses. Il vient faire ses achats, ses emplettes dans le grand magasin parisien de l'Élysée et apparemment, il aurait demandé la tête de plusieurs Rwandais, qu'on lui livre des Rwandais vivant en France, dont notamment l'épouse du président Habyarimana, la veuve du président Habyarimana, et la presse s'en est donnée, à cœur joie pour exiger que, effectivement, Madame Agathe Habyarimana soit envoyée au Rwanda. Vous vous rendez compte, alors qu'elle est victime, doublement victime de cet attentat. Donc, quelque part, derrière toutes ces manœuvres, derrière toutes ces visites, ces deux échanges de visites et de tapes dans le dos entre les deux chefs d'État, il y a aussi le dossier judiciaire de l'attentat contre l'avion du président Habyarimana, où il est mort avec son homologue burundais, Cyprien Tadgamira, 3 Français membres de l'équipage du Falcon qui les conduisaient, et une douzaine de ressortissants rwandais et burundais, des autorités, des ministres et autres, des officiers supérieurs des deux armées. Et donc, moi, je suis plutôt pessimiste. Parce que comment on va répondre après la visite du président Macron à Kigali, ça va peut-être changer la donne. Est-ce qu'il ne va pas commencer à livrer des Rwandais? Alors que la Cour de cassation s'est déjà prononcée contre toute forme d'extradition vers le Rwanda. Et puis, dans ces déclarations, est-ce qu'il va tenir compte du fait que le Rwanda est situé quelque part dans une région, qu'à côté il y a le Congo, la RDC qui est toujours en souffrance, c'est-à-dire qu'il y a encore des morts sur les collines du Kivu. L'armée rwandaise est là dans le nord du Kivu, à tuer. Et quand ce n'est pas elle, c'est des militaires congolais ou des rébellions congolaises qui tuent, qui pillent, qui violent. Il faudrait que le président Macron fasse très attention quand même, de manière à ne pas choquer les populations et leurs gouvernants de la région des Grands Lacs. Nous, on ne peut que émettre le vœu, mais quand j'ai vu, alors que le rapport du clerc dénonce, d'ailleurs, ce qui est un grand mensonge, les amitiés personnelles particulières entre Habyarimana et Mitterrand, qui n'ont jamais existé. Moi, je suis resté à Paris pendant toute la période de la guerre. Je n'ai jamais vu le président Mitterrand tapoter le président Habyarimana dans le dos et l'appeler Juvénal. Je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais entendu ça. C'était toujours Monsieur le Président d'un côté, Monsieur le Président de l'autre. Il n'y avait pas de copinage particulier. Alors que lors de la dernière visite, on l'a vu, c'était Paul, how are you, l'autre qui essaie de parler français. Demain, on accusera peut-être nos deux chefs d'État d'avoir développé des relations personnelles. Il faut que nos autorités fassent très attention à ne pas commettre les erreurs qu'ils reprochent à d'autres. Je n'ai jamais entendu le président Mitterrand tutoyer le président Juvénal Habyarimana. Et surtout pas l'inverse. Jamais. C'était des relations de respect mutuel qui restaient très officielles. Jamais ça ne se serait passé devant d'autres chefs d'État qui viennent l'appeler Juvénal ou vice-versa, ou alors tapoter dans son dos. C'était une petite parenthèse qui m'a fait beaucoup réfléchir. Peut-être qu'à Kigali, on verra plus. Mais bon, ça permet d'y voir clair. L'image parle. L'image parle. Et donc, Charles Onana, si vous pouvez conclure éventuellement sur d'ailleurs votre dernier livre, hein, si vous pouvez parler de votre actualité, des livres, puisqu'il y en a plusieurs que vous venez de publier. Oui, je pense qu'il y a deux choses. Il y a la première chose concernant effectivement un peu les observations que vous faites sur les relations entre Habyarimana et Mitterrand. J'avoue que ce que j'ai vu dans les archives françaises depuis quand même plusieurs années, j'en ai consulté, n'a absolument rien à voir. J'ai interrogé, y compris des dirigeants des deux côtés. Hein. Je pense d'abord que c'était des dirigeants d'une autre époque
qui avait de la bouteille, comme on dit, hein, de façon triviale, qui avait un certain niveau d'éducation et donc qui se comportait, qui était très à cheval sur les règles protocolaires et les règles diplomatiques. C'était des hommes d'État chevronnés. C'est-à-dire que le président Mitterrand, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il est mort, mais on se souvient tous de la peur que François Mitterrand inspirait quand même quand il était au pouvoir en France. Les gens ne venaient pas lui parler n'importe comment. Aujourd'hui, n'importe quel individu se permet de dire sur François Mitterrand des choses qu'il n'aurait jamais dit de son vivant. Et puis, le président Mitterrand, pour savoir comment il se comportait, non seulement vis-à-vis d'Abiyarimana, mais vis-à-vis des autres chefs d'État africains, il avait toujours cette distance tout à fait rationnelle qu'on lui connaît, quelle que soit la sympathie qu'il avait vis-à-vis de l'un ou de l'autre, y compris vis-à-vis du président Houphouët-Boigny, qu'il a connu sous la 4e République. Donc, venir dire ce que les gens sont en train de dire à propos de Mitterrand concernant Abiyarimana, c'est ne pas voir Mitterrand avec Houphouët-Boigny, ne pas le voir avec Bongo, ne pas le voir avec Eyadema et toutes les personnes qui ont été des chefs d'État en exercice en Afrique pendant des années, qui étaient réputés être très pro-français ou même France-africains, comme ils le disent. Mais comment pouvait-il avoir de la distance vis-à-vis de tous ces chefs d'État et avoir des relations de familiarité avec Abiyarimana? C'est totalement insensé. Et donc, ça n'apparaît dans aucun document, dans aucun rapport, mais manifestement, je ne sais pas si certains membres ou le président de la commission a fumé quelque chose avant de faire les déclarations publiques qu'il a pu faire. Je ne sais pas, mais pour ceux je parle là vraiment de la connaissance des archives et la connaissance des personnes qui ont côtoyé, que ce soit François Mitterrand ou le président Abiyarimana, il n'y a rien de tout ce qu'ils sont en train de raconter là qui a été identifié, perçu par l'un ou par l'autre. Pour revenir sur le deuxième point concernant l'attentat et enchaîner avec ce que vous avez dit concernant le fait de livrer des têtes au Rwanda après ce voyage, Madame Abiyarimana, elle est aujourd'hui victime d'une persécution pour une seule raison, c'est qu'elle est la femme d'Abiyarimana. La femme d'Abiyarimana, celui qu'on voulait éliminer et qu'on a réussi à éliminer, il ne faut pas que sa veuve ait la possibilité de demander des comptes à ceux qui ont posé cet acte criminel, cet acte de terrorisme le 6 avril 1994. Et c'est pour cette raison qu'on fait tout pour mettre sur sa petite tête toutes les choses qu'elle n'aurait pas faites ou qu'on aurait supposé qu'elle aurait faites. Enfin, le maximum de choses qu'on peut mettre sur sa tête, on essaye de le faire pour que cette femme-là n'ait jamais la possibilité de parler, qu'elle n'ait jamais la possibilité de demander tout simplement qu'on fasse la vérité et la lumière sur la mort de son mari. Voilà le fond du problème. Donc, toutes les transactions qui peuvent se faire en dessous de table, au-dessus de la table, sur la tête de Madame Agathe Abiyarimana, il faut que ces gens sachent que tout le monde est au courant aujourd'hui que le but principal, c'est d'éviter que la vérité soit faite et que la justice soit rendue sur les assassins de son mari. Bon, j'ai travaillé sur ce sujet-là, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Évidemment, j'ai fait un travail sur les différentes enquêtes qui ont été faites. Pas sur une seule enquête, parce qu'on en a fait un dossier franco-français ou franco-rwandais, mais il n'en est rien. Le dossier judiciaire sur l'attentat est un dossier dans lequel il y a eu 5 enquêtes. L'enquête de l'auditorat militaire belge, qui était la première en 1994, les 2 enquêtes du tribunal pénal international qui ont été faites, l'enquête de la justice espagnole et les enquêtes françaises. Je regroupe les 3 enquêtes, les 3 grandes enquêtes françaises dans un seul bloc, parce qu'il y a eu l'enquête du juge Bruguière, et il y a eu, qui était la première enquête, qui avait été, au moment où l'enquête a été ouverte en 1997, quand les familles des victimes françaises ont saisi le juge d'instruction. Et il y a eu l'enquête du juge Trévidic, qui, lui, est allé faire sa petite promenade judiciaire au Rwanda, qui s'est terminée comme on le sait aujourd'hui, c'est-à-dire on n'a pas ramené les noms des auteurs de l'attentat. Et puis, la dernière enquête qui a été faite par les successeurs de Trévidic, c'est-à-dire Madame Poux, qui avait déjà travaillé avec Trévidic,
et aussi le juge Herbeau. Donc, toutes ces enquêtes-là, sur les 5 grandes enquêtes, eh bien, il y en a 4 qui sont arrivés à la conclusion que c'est le FPR qui a abattu l'avion. Donc, quand je parle des cas, c'est-à-dire que la première enquête belge qui a été faite par les forces aériennes, qui travaillait sur les aspects techniques, donc il n'y avait pas de volet politique, mais ils sont arrivés à la conclusion que les seuls susceptibles d'avoir des missiles qui pourraient abattre l'avion, c'est le FPR. Donc, le juge Bruguière est arrivé à la conclusion que les missiles qui ont abattu l'avion avaient été achetés en Russie dans le cadre d'un accord interétatique par l'Ouganda et que l'Ouganda qui soutenait le FPR aurait remis ces missiles au FPR ou que le FPR se serait emparé de ces missiles puisque ses membres étaient dans l'armée ougandaise pour abattre l'avion. Donc, le problème dans cette affaire-là, c'est qu'on essaye de multiplier, et ça a été le cas des différents rapports que le gouvernement rwandais a fait, on multipliait des rapports pour maintenir la suspicion ou sur les Hutus ou sur des militaires français. On a entretenu un peu le flou artistique dans tout ça et c'est pour cela que je dis que la France est rentrée dans un engrenage terrible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il se comporte de façon, je dirais, équivoque avec les autorités rwandaises, pour beaucoup de gens, ils se disent peut-être qu'ils sont impliqués dans cette affaire. Et à partir du moment où la justice française se comporte de façon équivoque également dans ce dossier-là, c'est-à-dire en ne faisant pas un travail sérieux qui permet d'aboutir à la mise en accusation des auteurs de l'attentat et au jugement des auteurs de l'attentat, on considère que la France se comporte de façon douteuse, de façon suspecte dans cette affaire-là. Donc, il va être très difficile, et je le dis vraiment avec tout le calme nécessaire et toute la sérénité qu'il faut, c'est que la France a mis le droit dans l'affaire du Rwanda dans un engrenage dans lequel il sera difficile d'en sortir et d'en sortir par le haut et d'en sortir dignement parce que vous ne pouvez pas vous comporter comme ça, empêcher qu'on sache. La justice française est saisie par des victimes françaises. Un juge, magistrat français chevronné sur l'antiterrorisme fait comprendre qu'il y a 9 mandats d'arrêt parce qu'il y a 9 suspects proches de Kagame qui sont impliqués dans l'attentat. Les juges qui viennent derrière disent non, on ne sait pas qui a abattu l'avion. Il est possible aussi que ce soit des Hutus, mais ils ne font aucune enquête pour démontrer quel Hutu a abattu l'avion. Bon, et derrière, on voit des dirigeants français qui courent tous à Kigali, qui déroulent le tapis rouge au président rwandais à Paris, qui lui cirent les chaussures du matin au soir en disant que c'est un type formidable, etc., alors que les rapports de l'ONU montrent qu'il est impliqué avec son pays dans le pillage des richesses du Congo et dans les crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo. Comment vous allez faire demain lorsque d'autres pays africains vont vous dire, eh bien, on attend que vous reconnaissiez les crimes que vous avez commis dans notre pays, comme vous avez fait au Rwanda. On attend que vous reconnaissiez les fautes que vous avez commises ici, comme vous avez fait au Rwanda. D'ailleurs, vous êtes toujours comporté de façon suspecte, puisque dans l'attentat du 6 avril, dans lequel vos propres compatriotes ont été tués, eh bien, votre justice s'est comportée de façon ambiguë. Donc, comment vous allez vous sortir de ce genre de situation ou au moment où, effectivement, vous vous comportez de façon suspecte? En tout cas, c'est comme ça que les gens perçoivent les choses. Ils considèrent que le comportement des dirigeants français aujourd'hui n'est pas à la hauteur de la réalité de ce qui s'est passé sur le terrain. Parce qu'il faut quand même rappeler, pour les gens qui ne savent pas, qu'il y avait quand même beaucoup de militaires africains qui ont participé à l'opération turquoise. Donc, qui ont vu très concrètement ce qui s'est passé entre les éléments du FPR et les forces gouvernementales. Et ils ont vu également, qui travaillaient au sein de Turquoise, ont vu également l'attitude du FPR vis-à-vis des réfugiés et vis-à-vis des citoyens rwandais qui fuyaient les massacres. Donc, tous ces militaires-là, beaucoup sont encore en vie, beaucoup m'ont parlé, beaucoup préfèrent se taire et posent constamment la question de savoir, mais à quoi jouent les Français dans ce dossier-là? Donc, quand on a une position qui n'est pas claire, qui n'est pas nette, qui n'est pas précise, aussi bien vis-à-vis des Africains, c'est-à-dire quand je parle des Africains, je parle des Congolais
et des Rwandais, de tous les Rwandais, pas seulement d'une minorité, de tous les Rwandais qui ont été victimes dans la tragédie de 94, et qu'on n'a pas une position très claire vis-à-vis des citoyens français qui ont été tués en 94, il ne faut pas être surpris demain quand on porte des accusations tout azimut contre la France pour ce qu'elle a fait ou pour ce qu'elle n'a pas fait. Vous avez pleinement raison. Donc là, on se dirige vers la fin de notre entretien amical et en même temps, quand même, c'est une émission qui a, je pense, analysé de fond en comble les situations qui concernent le Rwanda et les pays de la région, la France et le Rwanda, pour le passé et pour le futur. Charles Onana, est-ce que vous pourriez dire un mot de la fin à nos frères et sœurs congolais par rapport au discours de Kagame à Paris et peut-être aussi aux Rwandais, aux victimes de la barbarie initiée et imposée à la région des Grands Lacs par le président Paul Kagame et ses alliés. Un dernier mot et puis on en aura fini avec l'émission de ce soir. Écoutez, aux Rwandais, je dirais tout simplement qu'il ne faut pas se décourager parce qu'on est devant une situation qui est extrêmement douloureuse, extrêmement difficile pour tous les Rwandais qui ont perdu des membres de leur famille en 1994. Alors, la réalité aurait commandé et la sagesse aurait commandé que toutes les victimes aient leur place dans un processus de réconciliation. Quand je dis toutes les victimes aient leur place, c'est qu'on ne falsifie pas l'histoire comme on l'a fait depuis 1994 de façon un peu grossière, parce qu'on a commencé au début, tout le monde a entendu qu'il y a eu des victimes Tutsi et Hutu modérés. Et puis, les autorités rwandaises actuelles ont effacé Hutu modérés, il ne reste plus que des victimes Tutsi. Ça, ce n'est pas un comportement, je dirais, correct vis-à-vis des Hutus modérés qui ont perdu les membres de la famille et qui ont été victimes du génocide. La deuxième chose, c'est que toutes les autres victimes, Hutus, ou les enfants des Tutsis et des Hutus qui ont été victimes de cette tragédie, mais si vous ramenez tout simplement aux victimes Tutsis, mais où est-ce que vous mettez ces enfants? Vous voudrez, vous, qu'un jour, eux aussi, ils aient le droit de pleurer les parents qu'ils ont perdus, puisque le fait de qualifier qu'il n'y a que des victimes Tutsis, mais ça pose quand même problème. Et en cela, j'ai un mot pour mon ami Dio Mouchaïdi, qui était parmi les tout premiers Rwandais post-génocide à s'insurger contre cette lecture des événements, puisqu'il a connu effectivement des gens des deux parties. Et lui, il était bien placé pour avoir perdu quasiment toute sa famille en 1994. Il était très bien placé pour savoir que l'histoire qu'on était en train de raconter n'était pas correcte. Donc, je dirais aux Rwandais de tous bords de ne pas se décourager, de ne pas se laisser impressionner et intimider par cette stigmatisation de certains Rwandais, parce qu'on ne sait pas demain de quoi l'histoire sera faite. Si l'histoire change de physionomie au Rwanda, il va falloir que tous les Rwandais apprennent à se retrouver. Et pour pouvoir le faire, certains parmi nous qui sommes extérieurs à ce pays, nous essayons d'apporter tous les éléments qui peuvent permettre aux Rwandais d'aller dans la direction qui semble être la bonne pour tous les Rwandais, pas pour une seule petite catégorie de Rwandais. Ça ne rend pas service. Le pays, avant, on ne peut pas critiquer que ce soit les régimes de la Première République ou ceux de la Deuxième République. Si on vient, on veut pratiquer exactement la même chose, ou en tout cas si on veut faire pire que les deux premières républiques rwandaises. Donc là, il y a vraiment un appel aux Rwandais de ne pas se décourager. La bataille est difficile, mais elle n'est pas perdue. Quant aux Congolais, je dirais tout simplement que l'offense qui a été faite aux morts congolais est quelque chose de totalement inacceptable. C'est une abomination. On ne peut pas savoir que les Congolais ont perdu plus de 10 millions. Quand je dis souvent plus de 6 millions, c'est plus que ça. Enfin, c'est comme si on avait rayé pour les gens qui n'ont pas une idée de ce que représentent les victimes du Congo aujourd'hui. C'est comme si on avait rayé le Danemark de la carte de l'Europe. C'est-à-dire que l'ensemble, l'équivalent de toute la population du Danemark a été décimé au Congo. C'est ça la réalité. Et donc, si les gens ont ça en tête, ils peuvent comprendre la colère des Congolais ou l'indignation qui est la leur face aux propos qui ont été tenus par le président rwandais. Et je pense qu'ils doivent aujourd'hui porter sur la place publique
effectivement cette indignation et ils ont l'obligation morale de faire entendre raison aussi bien au soutien de Paul Kagame, c'est-à-dire qu'il faut qu'il porte ce débat au niveau de l'Union européenne. Il ne faut pas que ça reste quelque chose de confiné, soit en France, soit à Kigali. Il faut que les Congolais portent leur indignation au niveau des pays membres de l'Union européenne qui soutiennent le Rwanda et au niveau du Commonwealth. Parce que c'est très important, le rapport mapping n'est pas un rapport qui a été fait par des Congolais, le rapport mapping est un rapport qui a été fait par les experts des Nations Unies. Et si on a du respect pour les experts des Nations Unies qui ont fait ce travail, eh bien les Congolais doivent se mobiliser aujourd'hui pour que le travail de ces gens soit respecté et pour que leur mort et leur dignité en tant qu'être humain soient également respectées. Et nous serons solidaires avec nos frères et sœurs congolais. Il ne faut pas que les Congolais se retrouvent tout seuls dans cette bataille, dans ce combat. Mais aussi aux Congolais, je le fais souvent d'ailleurs quand je m'adresse à nos frères et sœurs, il ne faudrait pas confondre Kagame avec tout le peuple rwandais. Il faut que les Congolais le sachent. Qu'ils dénoncent le régime de Paul Kagame et son armée criminelle, mais qui ne jettent pas l'opprobre sur l'ensemble des Rwandais. Ce n'est pas le peuple rwandais qui a attaqué le Congo. Le peuple rwandais veut la paix dans la région. Le peuple rwandais veut la sécurité pour toutes les nations et pour toutes les populations de l'Afrique des Grands Lacs. Et je suggère, je conseille aux Congolais, aux Rwandais, aux Burundais et autres de se mettre ensemble, de rester en concertation pour voir quelles solutions ils pourraient trouver ensemble pour ramener la paix dans notre région. Et ça ne doit passer que par le départ de Paul Kagame et de son régime criminel. Et le reste, on en discuterait. Mais s'il vous plaît, chers frères congolais, chers Rwandais, ne restez pas dans la logique de Kagame qui vous pousse à l'invective réciproque. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Ensemble, changeons les choses. Ne restons pas inactifs. Personne ne viendra changer la donne dans notre région à notre place. Charles Onana, je vous remercie pour les analyses que vous avez partagées avec nos auditeurs et à une très prochaine fois d'ailleurs. Merci beaucoup et je vous souhaite aussi bon courage pour le travail que vous faites qui n'est pas un travail facile, mais il ne faut pas se décourager. Merci beaucoup et bonne semaine à vous. Merci. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?